je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans un des titres là, de vidéo. La vidéo est complètement bonne de A à Z. Simplement, le titre n'est vraiment pas bon, faut vous le dire. Donc, ici, je l'ai remarqué, je veux dire, sans faire exprès, ça met un mauvais titre, mais voilà, bon. Je vais remettre le titre et recommencer là, refaire reparcourir la vidéo qui est bonne en soi, mais c'est juste le titre qui n'est pas bon, mais ça a quand même une importance parce que, voilà, si, la vidéo ici, c'est l'expression, ah, du travail, de la force, du champ. Bien sûr, dans un champ conservatif, se situe dans un champ conservatif. Ah, parce que c'est vrai que l'autre titre, j'avais mis, bon, je m'étais pas rendu compte, c'est quand je faisais la vidéo que, voilà, je m'étais pas rendu compte d'avoir mis un mauvais titre. Parce que c'est vrai que le titre que j'avais mis, l'expression de travail moteur, n'a rien à voir avec l'expression du travail, la force du champ. On va dire ça comme ça. Donc, si, il va avoir un petit peu avec la force, justement avec la force résistante, mais je verrai en son temps. Voilà, l'expression du travail moteur. Je dirais chercher l'expression complète, voilà, du travail moteur avec le travail résistant et déterminer l'expression, ça c'est pas un problème. Mais ici, j'avais remarqué que le titre est mauvais. Ce qui fait que la vidéo elle est bonne, mais le titre est mauvais. Donc, il est juste mettre le bon titre qui est ici, l'expression du travail de la force du champ dans un champ conservatif. Et puis maintenant, je fais courir la vidéo en vous disant que le titre qui est dans la vidéo n'est pas bon. Voilà, je vais faire parcourir la vidéo. Voilà, ça c'est le mauvais titre. Et ça, je ferai une vidéo sur ça. Je vais voir ici l'expression. Comment peut-on exprimer l'expression du travail? Bon, un travail, vous savez très bien que c'est une force fois un déplacement. Voilà, jusque-là, le travail, c'est bon, mais le travail moteur, non, parce que justement, c'est une vidéo qui suivra plus tard, le travail moteur. Donc ici, moi, c'est le travail du champ, dans un champ conservatif. Voilà. Par contre, je ferai une vidéo sur le travail, l'expression de travail moteur dans un champ conservatif. Donc ici, le titre, je me suis pas rendu compte tout de suite. Ce que j'avais mis comme titre, je me suis pas rendu compte. Mais après avoir visionné ma vidéo, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais mis un mauvais titre. Donc, la vidéo est bonne, sauf, je veux dire, ce titre, hein. Ça correspond pas au développement, fatalement. Vous avez compris que le développement ne correspond pas à ce titre-là. Mais il correspond au titre que j'ai donné ici. Voilà, l'expression de travail de la force du champ. Bon, donc ça, c'est plutôt ça à prendre en compte que plutôt le titre qui est là-bas. Bon, mis à part le titre, tout est bon. Donc je vais parcourir la vidéo en la laissant être donnée sous forme voilà, d'une somme de divers travaux et donc donnée par calcul intégral. Hein. Calcul intégral, donc c'est une intégrale, bien sûr, euh, comme c'est une force quelconque. Quand je dis force quelconque, c'est direction quelconque et intensité quelconque. Voilà, qui va bien sûr se situer en différents endroits de l'espace. Donc on sait bien que c'est l'intégrale d'une force multipliée scalairement par un élément, euh, un élément de trajectoire, on peut appeler ds. Donc f fois ds en intégrale. Bien sûr, allant d'un point A à un point B. Bon, l'expression du travail de moteur, le travail moteur d'une force, vous le connaissez. Voilà. Maintenant, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'un champ de force. Travail moteur, je vous l'ai dit, hein, il y a une erreur. Bien sûr, ici, on a un contenant. Hein. Et le contenant, c'est l'espace. On a un contenant. Quand vous entendez travail moteur, effectivement, c'est pas un travail moteur ici, c'est le travail du champ. L'erreur, elle est là. L'erreur, elle est là. C'est que bon, à tout moment, je sais pas, j'avais, dans mon esprit, j'avais travail moteur dans mon esprit, et voilà, je n'ai cessé de le dire, travail moteur, en fait, que c'était pas un travail moteur. Je le savais que c'était pas un travail moteur, mais je disais inconsciemment, ça sortait de mon bouche, travail moteur. Voilà, j'avais ça dans ma tête, et voilà, ça sortait comme ça. Mais malgré tout, vous le savez que c'est pas un travail moteur ici, c'est un travail du champ. Et donc,
Tout le restant est valable, sauf quand vous entendez travail moteur, il faudra rectifier. C'est pas proprement dit le travail moteur. Et c'est pour ça que je refais la vidéo ici. J'ai pas envie de la refaire complètement, parce que j'estime que bon, elle était euh, euh, bien explicite vis-à-vis du public. Donc, si je devais la refaire, bon, je la ferais différemment. Je veux dire, peut-être qu'il y aurait des passages moins explicites de ma part à faire passer au public. Donc, je préfère la vidéo précédente qui était vraiment explicite, dans le sens où je mettais quand même quelques éléments en place pour arriver, je veux dire, à l'expression du travail, voilà, du champ. Voilà, je continue la suite, qui est l'espace à trois dimensions, c'est l'espace 3D, hein, voilà. Euh, si en chaque point de l'espace, si on va dire, chaque point de l'espace E, voilà, il existe un vecteur force, parce que c'est un champ de force, hein, donc un vecteur force, un vecteur force, bien sûr, qui ne dépend que de la position du point, hein. C'est à ce moment-là qu'on parlera de champ de force. On aura un champ de force. Donc, vous voyez, les préalables. Les préalables, c'est qu'on est un contenant. Le contenant, c'est l'espace sur trois dimensions. C'est-à-dire qu'on aura, bien sûr, un repère, une origine avec un repère qui est rectangle. En fait, on a des forces positionnelles et on sent bien la continuité de l'espace qui peut, voilà, euh, mm, l'espace qui peut, comment on peut dire, faire habiter des forces. L'espace qui peut faire habiter des forces, il y aura des forces positionnelles. Et donc, on a une continuité de l'espace où à tout endroit, on peut mettre une force. Voilà. Et si c'est le cas, on a ce qu'on appelle voilà, un champ de force. Alors, le champ de force, pour avoir des champs de force qui sont infinis, avoir des champs de force qui sont limités, hein. Voilà. C'est pas forcément, on peut avoir des cas de figure où c'est pas tout l'espace. Si vous prenez un ressort, voilà, le champ de force créé par un ressort, euh, c'est voilà, l'équipotentiel, c'est une sphère. On va dire que le ressort, vous savez, il est jusqu'à un certain point. Voilà, donc il y aura des forces, voilà, qui va se situer en extrémité du ressort. Mais si vous étirez trop, le ressort il va se casser. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y aura la rupture, il y a la loi de Hooke. Là, le champ de force, il est pas partout, hein. Partout où il est situé, voilà, dans une zone bien définie de l'espace où le ressort existe. Le ressort existe parce que hum, voilà, là où il n'y a pas de, si pas, le ressort n'est pas là, si le système euh, si le système n'est pas là, ben, le système ne peut pas engendrer, voilà, d'étudier un système et que le système n'est pas présent, ben, ouais, il n'y aura pas de force créée par le système ressort, par exemple. On va dire ça comme ça. Donc, euh, la gamme on peut avoir une gamme voilà, limitée, l'espace pour lequel on a un champ. Le champ, il n'est pas forcément, je veux dire, infini. Le champ de force n'est pas toujours infini. Alors, je rappelle que s'il y a des champs de force parfois infinis, je pense à une force électrostatique, mais le champ de force s'atténue quand on tend vers l'infini, hein. On va dire ça comme ça. Faciliter les choses, au X, Y, Z, là, dans lesquels, bien sûr, vont agir voilà, des forces. On a un point. On va avoir un point A. Par exemple, j'aurai une force ici que je vais appeler F. F. Donc, en chaque point de E, de l'espace, il existe un vecteur force qui ne dépend que de la position du point. Et là, on a un champ de force. Alors, le champ de force, on peut le trouver en électricité. En électricité, on a le champ de force.
C'est le champ créé par deux dipôles, hein. Enfin, par un dipôle, je m'excuse, par un. C'est un champ créé par deux charges. Ah, en électricité, on peut avoir ça. Un champ créé par deux choses. Voir un champ créé par une seule charge. Et l'interaction d'un champ créé par deux charges. Voir l'interaction de champs créés par plusieurs charges. On a les champs électriques, bien sûr. On a aussi un champ de force au niveau magnétique, hein, parce qu'on a le champ magnétique. On a le champ gravifique, et ainsi de suite. On peut avoir tout un. Dès le moment où ça répond, voilà, la définition que vous avez ici, ben, on a un champ de force. Donc, où, non, l'endroit de l'espace où des forces vont exister, ou l'endroit de l'espace où des forces vont être créées. On est comme ça. Donc, qui dit endroit de l'espace dit position, position spatiale, X, Y, Z. Alors, on n'a pas forcément, dans les systèmes étudiés, c'est pas forcément du spatial, hein. On peut avoir voilà, du plan, voilà, position dans un plan, position sur une droite. Voilà, c'est pas forcément toujours voilà, configuration spatiale. Mais une droite n'est rien d'autre que voilà, une droite est inclus dans l'espace, hein. Voilà. Une droite appartient à un plan, c'est inclus dans l'espace. Donc, euh, ce qui fait partie, ce qui fait partie de l'espace, c'est les plans et les droites. Donc, si on a un champ dans l'espace, voilà, on peut avoir un champ aussi dans un plan. On peut avoir un champ sur une droite. C'est le cas, par exemple, on étudie le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur, voilà, les lignes de champ sont sur une droite. Les équipotentiels sont perpendiculaires à ce moment-là, aux lignes de champ. Mais là, il est dans l'espace, mais on peut configurer, je veux dire, sur une droite. Aller chercher les énergies potentielles, voilà, en toutes les positions, mais bien sûr, c'est tout dans l'espace parce que quand on regarde bien, voilà, on peut faire établir une sphère d'influence, voilà, où on a des équipotentiels dans cette sphère-là, qui ont tous au même niveau de potentiel, et donc à la même position par rapport à un centre. Donc, oui, là, on peut avoir une sphère, mais on n'a pas toujours des sphères, on n'a pas toujours. Voilà, on peut avoir une droite. On peut avoir une droite, voilà, une influence, une ligne de champ sur une droite, une ligne de champ sur voilà, au niveau spatial, au niveau temps et au niveau sur des droites. Voilà. Ça dépend du système étudié, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais considérer deux points de l'espace. Alors, ces deux points appartiennent au champ de force, hein. Je prends un point A et un point, on va dire, je note ici, B. On a deux points situationnels. Je vous rappelle que c'est un repère, pour avoir leurs coordonnées par rapport à une origine donnée, x, y, z, sur A, c'est x a, point virgule, y a, c'est sa situation, z. En fait, comme on a des forces positionnelles, les positions sont importantes. Donc, si les positions sont importantes, d'office, un repère s'impose. Et si on travaille dans l'espace, un repère 3D s'impose. Si maintenant vous travaillez dans le plan, un repère 2D s'impose. Et si vous travaillez, voilà, enfin, si le système fait en sorte qu'elle crée voilà, un potentiel sur une droite, ben, c'est la droite qu'il faut tenir en compte. Il faudra tout simplement un axe. Alors, donc, on a soit un axe, soit deux axes, soit trois axes. Un axe, si on a faire, je veux dire, un potentiel sur une différence de potentiel sur une droite. Euh, Un plan, si on a des différences de potentiel dans un plan. Et si on a des différences de potentiel dans l'espace, ben, il faudra tenir compte euh, de l'espace. On se retrouve dans beaucoup de domaines, hein. Quand j'ai parlé d'électricité, bon, donc électromagnétisme, voire mécanique, ben, on peut retrouver ça en mécanique des fluides, voire aussi, on pourrait retrouver ça
en thermodynamique. Voilà, on va dire ça comme ça. A et B, c'est XB, point virgule, YB, point virgule, ZB. Voilà. Donc, on a deux points qui sont A et B qui appartiennent au contenant. Et comme il existe en tout point une force, un vecteur force qui ne dépend que de la position du point, donc on a un champ de force. Et donc, j'ai pris deux points où cet espace était un champ de force. Voilà, donc deux points du champ de force. J'ai pris deux points. Voilà, on vous dirait que c'est un champ de force spatial ici, hein. Parce qu'on peut avoir un champ de force plan, voire un champ de force sur une droite. On ici, c'est un champ de force spatial. C'est ça que les coordonnées spatiales s'imposent. Le champ de force qui est A et B. Le tout, c'est d'évaluer donc le travail. Ouais, je vous l'ai dit ici. On va évaluer le travail, l'expression du travail moteur. Non, ça c'est faux. Justement, ça c'est l'erreur. Quand je vous avais dit que vous entendez travail moteur, il faut bannir ça. C'est pas un travail moteur, c'est le travail du champ. Donc, travail moteur, j'ai dit que je ferai une vidéo en aparté. Donc là, c'est parce que je devais marquer travail moteur, je m'en excuse. Là, je suis resté bloqué sur le mot travail moteur. Bon, sans m'en rendre compte qu'à un moment donné, ça devenait instinctif. À cause du titre que j'avais mis, ça devenait instinctif. Donc, je m'étais pas rendu compte que, bon, je veux dire, j'avais mis travail moteur, mais en fait, c'est le travail du champ. J'aurais dû me rendre compte à un moment donné, mais l'erreur s'est succédée au fur et à mesure parce que, bon, je me suis pas rendu compte tout de suite. C'est juste en visionnant la vidéo que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Et que ce problème, c'est que travail moteur se succédait à chaque fois que je le disais. Il fallait lire chaque fois ce titre-là, je le lisais. Et c'était instinctif sans me rendre compte que bon, je faisais une erreur. Voilà. Mais par après, en regardant, en visionnant la vidéo, je me suis dit, bah, tiens, j'ai fait effectivement une erreur. Et là, bon, c'est pour ça que je refais la vidéo. Le travail moteur dans un champ de force. Alors, euh, je prends par hypothèse que le champ de force sont là. Le travail du champ. Maintenant, c'est d'exprimer le travail moteur. Non, c'est pas d'exprimer le travail moteur, justement. C'est le travail du champ. Mais le problème, c'est que mon erreur, voilà, on va dire, s'est succédée au fur et à mesure, elle m'a suivi, on va dire. C'est pour ça que c'est une erreur, on va dire, séquentielle qui se suit. Et il suffit de dire, quand vous trouvez travail moteur, c'est pas de travail moteur là-dedans, c'est le travail du champ. On va dire ça comme ça. Hein. Donc, on va exprimer ce travail. C'est bien que le travail pour aller du point A au point B, comme je l'ai dit, ben, c'est pas que l'intégrale, hein. L'intégrale, la preuve que c'est pas un travail moteur, si c'était un travail moteur, j'aurais mis si c'était un travail résistant, j'aurais mis résiste. Bon, donc, je n'ai rien mis de tout ça. Donc, quelque part, bon, c'est une erreur vous voyez bien que c'était pas le travail moteur que je faisais, c'est le travail, si c'était un travail moteur, j'aurais dit mot. Si c'était un travail résistant, j'aurais dit résiste. Mais bon, là, je n'ai rien fait de tout ça, c'est le travail du champ. Donc, ça prouve ici que c'est bien un travail du champ que j'étais en train de travailler. De F fois ds, moi, c'est une force quelconque, c'est un produit scalaire. Ouais, c'est un élément de trajet, hein, fois d, bien sûr, pour aller, bien sûr, du point A, on va du point A au point B. Voilà. Alors, dans certains cas, on va dire le travail pour aller de A à B, pour aller de A à B, il ne dépend pas du chemin parcouru. On peut faire ceci, voilà, il peut faire ça, voilà. La situation, le travail est toujours le même. Voilà, bon, ceci étant dit, ça a à voir aussi avec les intégrales curvilignes, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça a à voir aussi avec les intégrales curvilignes. Si c'est ça, le travail est toujours le même. Alors, si je devais faire ceci, voilà, le travail est toujours le même. Le travail est toujours le même. Donc, dans certains cas, on va dire le travail pour aller de A à B ne dépend pas du chemin parcouru entre A et B, mais dépend seulement des points d'origine et d'extrémité. C'est-à-dire, elle va dépendre que de la situation de départ et de situation de fin.
Donc, connaître la situation de départ et de fin suffit. Peu importe le trajet que ça va effectuer, voilà, eh bien, on aura. Et quand c'est comme ça, que ça ne dépend pas du chemin parcouru entre voilà, A et B, mais qui dépend uniquement euh, seulement des situations, des points A et B, ben, le travail de la force du champ peut s'écrire de façon euh, simplifiée, avec une fonction, bien sûr. Je vais montrer dans un petit instant. Le travail, à ce moment-là, attention, ne dépend pas du chemin parcouru. Donc, le travail ne dépend pas du chemin parcouru. Donc, à ce moment-là, je peux écrire que le travail pour aller de A à B, toujours d'après notre intégrale, c'est l'intégrale de A à B, bien sûr, de la force fois un élément de chemin qui est ds. Voilà, c'est F fois. Je vous rappelle qu'ici, c'est une force quelconque, hein. Voilà, F fois ds, dans tous les sens du terme. Quelconque au niveau intensité et au niveau direction. Alors, on va dire ça comme ça. Et donc, le travail de la force peut s'exprimer suivant une fonction. Une différence de deux fonctions. Donc, on aura U, UA moins UB. Le tout, c'est de définir ce que c'est que U. Je ne le dirai pas après. Je dirai ce que c'est que U. Voilà. Voilà, on peut écrire aussi c'est moins UB sur A. Ou encore moins, on peut dire, UB, c'est la fin, hein. C'est la situation finale, hein. Et A, c'est la situation initiale. Bon, vous retrouvez une analogie avec l'électricité qui est la différence de potentiel électrique. Voilà. C'est un petit peu la même chose que les charges électriques. En électricité, bon, on ramène une charge d'un point A à un point B, mais on évalue le travail pour aller d'un point A et un point B. Et là-bas, on a aussi, je veux dire, ah, une force on a des lignes de champ avec des forces de champ, des lignes de force. On a un champ de force, c'est ça que je voulais dire, hein, on a un champ de force, mais on va mesurer une différence de potentiel. Alors je rappelle qu'une différence de potentiel est toujours donnée par rapport à une référence. Mais ici aussi c'est pareil, hein. Il y a toujours une référence dans la différence de potentiel. Alors la différence de potentiel c'est UA moins UB, vous la voyez, hein. C'est la différence de potentiel. Alors pourquoi je n'ai pas dit que c'était une différence de potentiel ici? C'est tout simplement que je voulais mettre au secret, euh, faire découvrir, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire découvrir ce qu'était par après. Donc, je ne pourrais pas dire une différence de potentiel. Je n'avais pas encore dit ce que c'était que le U. Mais en fait, vous voyez bien que c'est une différence de potentiel. À moins élevé. C'est un petit peu la même chose que quand on évalue le travail d'une perche électrique pour l'amener d'un point A à un point B. C'est la même chose. C'est vraiment parce qu'on a un champ de force. C'est la même chose. C'est la même chose. On peut écrire UB moins Ah, on peut écrire ça aussi. Pourquoi j'écris ça comme ça? Parce que c'est l'intégrale, hein. L'intégrale, c'est toujours BA comme ceci. Donc c'est voilà, euh, c'est la fin moins le début dans une intégrale. Et puis, il faudrait mettre un moins ici. Si j'écris ça comme ça. Alors bien sûr, UA, c'est c'est la valeur que prend une fonction. Alors, il faudrait une fonction que je dénote. Je vais aller vers l'expression de U, hein, dans un petit instant, hein. Bon, je ne vais pas le En dire tout de fonction, suite parce que bon, je laisse un petit peu, voilà, comment on appelle ça? Un petit peu de suspense. Voilà, je laisse un peu de suspense, un peu de mystère pour exprimer qu'est-ce que c'est que ce U, mais je peux vous le dire tout de suite. Bon, il n'y a pas de suspense maintenant dans ce que je vais vous raconter. Ici, c'est la fonction énergie potentielle, bit fonction potentielle. Voilà,
C'est la fonction potentielle ou énergie potentielle. Bon, maintenant, on abrège fonction énergie potentielle. Ou plutôt une fonction potentielle, c'est plus facile à dire qu'une fonction énergie potentielle qui dépend bien sûr euh, d'une situation initiale et d'une situation finale. Donc, c'est-à-dire d'une situation positionnelle. Au début, une situation positionnelle de fin, et rien d'autre. Porte le chemin que vous allez parcourir, ça dépend que d'un d'un début et d'une fin, ou inversement, d'une fin et d'un début. Dans mon, voilà, dans mes explications, je laisse un petit peu de suspense. Et je disais que UA, c'est la valeur que prend une fonction qui va se dénommer U, c'est la fonction U, hein. C'est la fonction U. A, mais suivant des coordonnées données en trois dimensions, c'est-à-dire U de x, y, z. Bien sûr, U de x, y, z, calculé au point A. Voilà, calculé au point A. On peut dire la même chose que B, c'est toujours cette même fonction U de x, y, z, mais cette fois-ci, calculé point B. Ah, mais ici, je me suis trompé, c'est point B, hein. Bon, c'est pas UA, c'est UB, hein. Vous aurez compris que là, c'est UB. J'ai parlé du point B, pas du point A, parce que le point A, il est juste au-dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai fait une petite erreur aussi. Si je marque maintenant, ici, ce n'est pas UA, c'est UB. Voilà. Donc, calculer au point B. Donc, c'est la fonction potentielle qu'on va calculer au point B. Donc, avec ses coordonnées au point B. Coordonnées au point B, c'est XB, YB, ZB. Et les coordonnées au point A, c'est XA, YA, ZA. Donc, ici, il y a une petite erreur. C'est pas UA, mais UB pour le second, hein. Calculer au point B. Bon, on trouve la même théorie en électrostatique, je vous le dis tout de suite. Il y a pas photo. C'est normal, c'est calqué l'un par rapport à l'autre, ils sont calqués. Connaissant la théorie pour l'un, on sait faire une théorie pour l'autre, hein. Bon, c'est parce que c'est similaire, on a tous les deux des champs de force. Champs de force, quel qu'il soit, je veux dire, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même chose, je veux dire, que ce soit en électricité ou en électromagnétisme ou un champ gravifique, ou voilà, la théorie est toujours la même. Voilà. Ce qui veut dire que si je calcule au point A, calculer au point A, ben, on aura U de A, c'est-à-dire U de X A, point virgule, Y A, point virgule, Z A. Voilà. Alors qu'au point B, ben, on aura U de B égale à U de X B, point virgule, Y B, point virgule, Z B. Voilà. Alors, si on fait, comme je l'ai fait ici, U A moins UB, ouais, je vais prendre celui-là, U A moins UB. Ben, ça va donner, si bien sûr ça ne dépend pas du chemin parcouru, le travail FDS va donner le travail pour aller du point A au point B, l'intégrale, bien sûr, de A à B, de F fois produit scalaire ds, qui est égal à UA moins UB. C'est-à-dire, on aura U de XA, point virgule, YA, point virgule, ZA, moins U de XB, point virgule, YB, point virgule, ZB. Et on peut écrire aussi l'expression suivante. Si je prends ceci et ceci, on pourrait écrire que on peut avoir le point UB, et si on connaît le travail, bien sûr, on aura UA. Si on connaît la situation de départ et qu'on connaît le travail, ben, il suffit de faire moins le travail, on a UB. Ça, c'est si on connaît la situation de départ et qu'on connaît le travail pour aller de A à B. Voilà. Et donc, je peux trouver voilà, la valeur de la fonction en B.
Voilà, et c'est ici que je peux dire, comme on a une différence de potentiel, on peut prendre un potentiel arbitraire, quelconque, défini en un point, pour fixer par rapport, voilà, le point UA, on le choisit en arbitraire, donc c'est défini à une constante près. Tout ça, c'est défini à une constante près. Donc on va fixer une constante qui est UA, c'est-à-dire on va prendre un point de référence UX, A, Y, A, Z, A, voilà. Voilà, et à partir de là, on peut trouver, bon, UB, connaissant bien sûr le travail, hein. À ce moment-là, si vous avez ça, il faut connaître le travail. Donc UB, c'est une constante moins le travail pour aller de A à B. Et cette relation-là, on pourrait l'exprimer pour n'importe quel point X, hein. C'est-à-dire, si je reprends ceci, je vais écrire, donc il faut considérer que ça ne dépend pas du chemin parcouru, hein. Voilà. Donc ici, si on a ça, voilà, si je prends un point quelconque, un point quelconque que je vais appeler UX bien sûr, ce sera U de X point virgule Y point virgule Z, c'est égal à UA, voilà, moins le travail pour aller de A à B, c'est-à-dire qu'on aura U de X A point virgule Y A point virgule Z A, moins le travail pour aller de A à B. De A à X, je m'excuse, hein, parce que ici c'est de A à X. Je m'excuse, j'ai fait une erreur. Un petit instant, je suis trompé. Parce que c'est pour aller de A à X, hein, pas de A à B. C'est pour aller de à une localisation X donnée. C'est X, un X quelconque. Pareil pour aller de A à X. Voilà, pour un travail donné pour aller de A à X, si on le connaît, ben, on connaît la situation de départ, mais on s'est trouvé en tout point que voudra la fonction U de X, Y, Z, connaissant, je veux dire, la situation initiale de départ, et bien sûr, connaissant le travail pour aller du point A au point X. Point A au point X. Alors, idéalement, c'est d'avoir un U de référence, hein, c'est d'avoir un potentiel de référence. Si le potentiel de référence au zéro, voilà, si tout ça, c'est une constante près. Si on prend U à une référence zéro, voilà, la fonction U est définie. U de x, y, z est connue. En tout point. En tout point, elle est connue. Par rapport, bien sûr, à une référence. Une référence. Donc ça a une constante près. Alors, on pourrait se dire que ceci, c'est une constante arbitraire. A, qui est U de x, a, y, k, z, a, on peut se dire que c'est une constante arbitraire, de sorte que le U de x, y, z est défini à une constante près. C'est-à-dire qu'on aurait U de x, y, z est égal constante moins le travail pour aller de A à X. Donc, voilà. Donc, c'est U de X, Y, Z, c'est le truc. À une constante près, moins, voilà, une constante arbitraire. Voilà, et, notez ceci, regardez bien, notez ceci. J'aurais pu écrire ceci. Donc, la fonction potentielle en un point X, Y, Z donné de E, de l'espace, est égal à moins le travail pour aller de A à X avec une constante près qui est ici. Alors supposons que cette constante-là soit nulle.
Pendant qu'on arrive à l'annuler, voilà, c'est un potentiel de référence zéro, eh bien, remarquez que le travail à ce moment-là simplifie le tout, le travail pour aller de A à X vaut moins tout simplement moins U, voilà, de X, Y, Z. Donc le travail du champ dans un champ conservatif, voilà, est égal à euh, l'opposé de la fonction énergie potentielle. Voilà. L'opposé de le travail pour aller d'un point A à un point X est l'opposé de la fonction énergie potentielle. Et inversement, si on a fixé la constante égale à zéro, ben la fonction U vaudra le travail, l'opposé du travail pour aller de A à X. Et U de X, Y, Z, c'était défini, je veux dire, une constante près. Une constante près. Alors maintenant, si on se dit que la relation euh, ici est vérifiée, supposons que ceci se soit vérifié. Donc, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du chemin parcouru. Euh, Donc, bien sûr, pour un champ de force, hein. Donc, non, je répète, si ça ne dépend pas du chemin parcouru, ça ne dépend que d'une situation initiale et d'une situation finale. C'est-à-dire potentiel en A et le potentiel en B, qui sont le début et la fin. A et B sont les potentiels de début et de fin. Donc, peu importe le chemin, ça dépend que des situations de départ et de fin. Point. Ou inversement, de la situation de fin et de départ, mais avec, avec un signe moins. Si ça c'est vérifié, vous aurez compris que le champ est dit conservatif. Là, on a un champ de force conservatif. Si on a ça qui est vérifié, là, on a un champ de force. Et si ça s'est vérifié, on a UA moins UB, il existe des fonctions UA, une fonction U, voilà, où on peut faire U en situation finale, initiale moins la finale. Eh bien, si on a ça, on a un champ de force qui est dit conservatif et qui, bon, comme je vous l'ai dit, il ne dépend pas du chemin parcouru par force. Et maintenant, je peux dire qu'est-ce que c'est que ce fameux U. Bien, pour certains le savent, c'est la fonction potentielle. C'est la fonction potentielle. Quand je dis fonction potentielle, c'est fonction énergie potentielle, hein. U, U de X, on a un point X, Y, Z, c'est la fonction énergie potentielle, hein. Bon, normalement, j'ai fait un petit peu de suspense. Ah bon, vous l'aurez découvert depuis le début, hein, que c'est la fonction énergie potentielle, voire énergie. Bon, on peut dire tout simplement l'énergie potentielle, hein. Fonction potentielle. Vous pouvez abréger et dire c'est la fonction potentielle. Voire, si vous voulez tout dire, vous pouvez, c'est la fonction énergie potentielle. Alors, voyons voir, faisons une petite analyse de cette fonction énergie potentielle. Alors, on a le travail pour aller de A à B, c'est égal à l'intégrale de A à B au l'extérieur de F ds, qui est égal à, bien sûr, UA moins UB. Alors, si le travail de la force du champ positif,
En deux cas de figure. Oh, il peut être nul aussi, hein. Bon, d'abord, voyons voir quand il est positif. S'il est positif, on a UA moins UB positif, UA plus grand que UB. Donc, ça veut dire que là, l'énergie potentielle est plus grande au début qu'à la fin. Donc, elle est plus grande. L'énergie potentielle en A est plus grande au début. Ça, c'est l'énergie potentielle. Elle est plus grande au début qu'à la fin. Il veut dire que l'énergie potentielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. L'énergie potentielle diminue. Bon, bon, c'est quand même le raisonnement posé. On va rechercher toujours le travail on va aller de A à B qui est égal à l'intégrale de A à B, F de la force fois l'élément de trajet. Il y a un trajet alimentaire. Il y a un trajet alimentaire. La force fois ds est égal à toujours, par définition, UA moins UB si ça ne dépend pas. Si on a ce qu'on appelle voilà, un champ de force conservatif, c'est-à-dire ça ne dépend pas du chemin parcouru, hein. On va dire ça comme ça. Ça dépend que d'une situation de départ et d'une situation de fin. Alors maintenant, supposons que ce soit le travail de AB soit négatif. C'est-à-dire que UA moins UB négatif. C'est-à-dire que UA est plus petit que UB. Et là, on a en énergie potentielle UB il est plus grand que UA. Et donc, vous aurez compris que la situation initiale est là. Donc, l'énergie potentielle augmente. Et le potentiel augmente. C'est-à-dire que, voilà, quand le travail de A vers B est négatif, l'énergie potentielle augmente. Si le travail de A à B est positif, l'énergie potentielle diminue. Donc vous voyez que c'est un effet contraire, hein. Voilà, c'est un effet contraire. Bon, je vais pas entamer égal à zéro parce que je le ferai après. Je le ferai pas après. Vous allez voir quand c'est égal à zéro, quoi c'est égal à zéro. Donc ça, c'est un traitement à part. C'est un traitement à part. Alors, comme en électrostatique ou dans les champs magnétiques, c'est la même chose, hein, c'est la même théorie, je vous le dis tout de suite. Simplement, on est dans un concept général. On pourrait voir le champ de force pesanteur, ou voir le champ de force électrique, voir le champ de force magnétique, ou le champ de force créé par un ressort. Ah, voilà. Mais si, avant de voir l'égalité à zéro du travail, ouais, de A à B, je vais quand même instituer, je veux dire, des petites notions aussi. Comme on retrouve dans les champs magnétiques, champs électriques. Bon, voilà. Si euh, la ligne de force, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de force? Ne pas confondre avec champ de force, hein. Champ de force, je vous l'ai défini auparavant. Bon, une ligne de force, bien sûr, c'est une ligne de force d'un champ de force, hein. C'est la ligne de force d'un champ de force. Je vous ai dit que le champ de force, c'est une zone de l'espace, hein. On va dire ça comme ça. C'est plutôt le champ de force. Si en chaque point de l'espace, il existe un vecteur force qui ne dépend que de la position du point, alors cet espace est champ de force. Donc vous voyez que c'est un espace, c'est un espace. Et donc la ligne de force, c'est un contenu du contenant. Le contenant, c'est le champ de force, et la ligne de force fait partie du contenant. Et cette ligne de force, elle est spécifique pour la force. Spécifique. Non, parce que une ligne de force d'un champ de force,
c'est une ligne telle qu'en chacun de ces points, le vecteur force, il est tangent. Il est tangent. Donc ici, on a une force tangente au point, on va dire A, hein, c'est un. Là, il est tangent au point B, et 2. Voilà. Et là, il est tangent au point 3, au point C. Donc, les forces sont tangentes au. Bon, il faudrait que je fasse correctement, voilà, pour faire une tangente. Voilà, comme ceci. Ensuite, on ferait ça. Bon, c'est mal fait les tangentes, hein, ben, enfin bref, on aurait compris que la force est tangente à la trajectoire. On a un point, et cette trajectoire, c'est tangent, ce qu'on appelle une ligne de force. C'est une ligne de force. Donc, la ligne de force d'un champ de force, c'est la ligne telle que, on va dire, de ces points, chacun de ces points, mais le vecteur force lui est tangent. Ils ont fait ça dans les champs électrostatiques, hein. On a un champ électrostatique comme ceci, bah, tous les vecteurs sont tangents à ces lignes de force, hein. Alors, si c'est tangent, il y en a toutes des tangentes comme ceci. Et pour le champ magnétique, c'est le même. C'est toutes des tangentes, hein. En chacun de point de la ligne de force, il y a une tangente. Alors là, on peut avoir des lignes de force comme ceci. Pour les champs électriques, voilà, comme ceci. J'arrive pas à le dessiner correctement, mais enfin bref. On part d'un point, et là, on a, voilà, un second point. Ce sont des dipôles. On a tout partir de ce point. Voilà, c'est un champ de force électrique. Voilà. C'est un champ de force dessiné, mais enfin bref. Et là, toutes les forces sont tangentes comment on appelle ça, à ces lignes de force. Toutes les forces. Donc, c'était un champ de force dipolaire que je voulais dessiner, mais je l'ai mal dessiné. Vous en convenez. C'est parce que, bon, je ne suis pas en train de voir les champs électriques. Donc, ça m'intéresse pas de le faire, je veux dire, avec précision et de perdre mon temps là-dessus. C'est juste ça que je vais vous montrer que quand on avait des dipôles, on avait une forme, voilà, des lignes de champ, qui partaient de l'un vers l'autre. Et voilà, ça avait tendance à s'ouvrir de manière symétrique, aussi bien sur le plan médian supérieur que sur le plan médian inférieur. Par rapport, bien sûr, le proche du plan médian, c'est là où se trouvent les deux dipôles, les deux charges électriques. Voilà. Bon, mais bon, remarquez qu'au point 1, j'ai oublié la flèche, hein, du vecteur ft1, c'est un vecteur, hein. Bon, c'est juste que j'ai oublié. Mais donc, c'est juste un vecteur qui, une champs, c'est un lieu de point où les vecteurs force sont tangents en tout point à cette ligne de champ. Ça dessine un lieu de point, si vous voulez, c'est une ligne de force. Sont tangentes, on a un point à toutes ces lignes de force. Encore une chose à voir, c'est le travail élémentaire. On peut parler de travail élémentaire. Alors, si vous parlez en termes de travail élémentaire, vous aurez compris qu'on va tomber dans les calculs. Alors maintenant, ce travail élémentaire permet de trouver justement cette force tangente, hein, de la ligne de champ. Force. Voilà. Ce que je vais décrire ici, c'est juste pour trouver la force tangente. Voilà, la force tangente aux lignes de champ. Alors, bien sûr, si je prends par exemple le cas d'un ressort, vous aurez compris que f de t vaudra demi-kx. Un demi-kx ou k est la constante de raideur du ressort. Si je prends voilà, un champ de force de pesanteur, là, on aura un, un demi, un demi m. Là, on va faire non pas à une constante de raideur de ressort parce que c'est pas un ressort qui crée euh, voilà, le champ de force, mais c'est plutôt un champ de force qui est préexistant dans l'espace et qui est dépendant de la masse. Et donc, on aura Ft vaudra m fois g, le poids. Voilà.
Maintenant, bien sûr, ce point est contraire à l'axe. Si vous mettez un axe contraire, ça fait moins m fois g, hein. G vaudra moins m fois g. Donc, ce que je vais décrire ici, ça permet de trouver ft. Ça permet de trouver ft. Alors, on voit la forme différentielle et puis la forme dérivée pour finir par trouver, grâce à la dérivée, la fameuse force. Mais pour ça, connaître la force, il faut connaître le potentiel. Donc, on dira, la force dérive du potentiel. La force dérive du potentiel. Vous allez voir sa forme dérivée dans un petit instant. Je vais le développer. Différentiel, hein, ça vous le savez très bien. Parce qu'on parle en élémentaire. Donc, le travail élémentaire, on va appeler dw, qui est de style différentiel, hein, c'est une différentielle, dw. Donc, le travail élémentaire de la force du champ le long d'un élément, on va appeler ds, et donc on aura euh, le nom d'un élément de trajectoire, bien sûr, que je vais appeler ds, c'est f fois ds. Et là, on retrouve voilà, une différentielle ici. On a une différentielle ici. Et là, on a un caractère différentiel aussi. Eh bien, ça, c'est égal à moins du. Là, on retrouve une différentielle. Donc, ça, c'est l'expression différentielle. C'est l'expression différentielle. C'est l'expression différentielle. Donc, on sait bien que dans un champ de force, sur, une, sur la ligne de force, là, le vecteur f, il est tangent. Il est tangent à la trajectoire, donc on écrira, donc voilà, de t fois ds. Ils sont tangents. Alors, vous allez me dire, c'est la norme de ft fois la norme de ds, soit le cosinus entre alpha et ft et ds. Ben, le point tangent, si c'est tangent, voilà, l'angle il fait 0 degré, hein. Donc c'est cosinus de 0, ça fait 1. Donc celui-ci, c'est 1. Voilà. Donc en fait, on aura ft fois ds. On a ft fois ds. Donc c'est la vecteur force tangent au point, voilà, fois ds. Ça, c'est le travail élémentaire dw de la force du champ le long d'un élément, on va dire ds. Et donc, connaissant l'expression, on va dire différentielle, je peux créer l'expression au travers, rechercher le ft au travers de l'expression dérivée. Eh bien, si je pouvais chercher une force, c'est tout simplement voilà, la dérivée de W par rapport à ds. Oui, mais dw vaut moins du. Voilà. Alors maintenant, non, ce que je voulais expliquer tout à l'heure, c'est mettre plus particulier. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ici, j'ai oublié de mettre que c'était moins du. Non, c'était positif. Quand le travail est positif, ben, l'énergie potentielle diminue. Quand c'est négatif, quand c'est négatif, l'énergie potentielle monte. Oui, ici, bon, donc, quelque chose que j'ai oublié de mettre. Donc, vous savez très bien que, bon, je vais l'exprimer ici. Alors, on sait bien que le travail de A à X, il fait moins U de X. Donc, si je prends dW, être un travail élémentaire sur la ligne de champ, hein, je rappelle que FT, c'est tangent aux lignes de champ. Donc là, on a une ligne de champ. Je prends un FT, par exemple, ici, qui est tangent. Voilà. Donc ici, je prends un élément dW, c'est moins DU en différentiel. Voilà. Et on sait bien que l'intégrale, voilà, pour de A à B, enfin, d'un point, primitif d'un point donné, hein, voilà, pour aller d'un point, pour faire un trajet, on va dire un trajet, je vais l'appeler un chemin, je vais l'appeler un chemin, voilà, de vaut
sur un chemin, on travaille sur un chemin, vaut l'intégrale du chemin, c'est une intégrale curviligne, voilà, fois ft, parce que c'est parallèle, c'est collinéaire, hein, voilà, l'angle il fait 0 degré, par rapport à un élément de trajectoire qu'on va appeler ds, ils sont collinaires, hein. L'angle il fait 0 degré. Je l'ai un petit peu écarté pour vous montrer, voilà, je l'ai un petit peu écarté pour montrer le ds, mais en fait, il fait 0 degré. On aura ds, et ça, c'est égal à moins u. Maintenant, si je regarde en termes de différentiel, je prends la différentielle ici, dw, pour un élément infinitésimal, dans le différentiel, là, je vais dériver par rapport à la primitive ici, et là, je vais dériver par rapport à u. Donc, qu'est-ce qui va donner la primitive la dérivée d'une primitive ou la dérivée d'une intégrale? On va retrouver ftds est égal à moins du. Voilà. Et donc, tout à l'heure, j'avais écrit ft égale dw sur ds, c'est vrai, mais c'est aussi moins du sur ds. Et c'est là qu'on peut trouver la force ft en dérivant, bien sûr, par rapport, si vous connaissez la fonction u, voilà, vous dérivez la fonction u, vous avez voilà, par rapport à s, hein. Généralement, s c'est x. C'est x, voilà, si vous avez un axe, c'est par rapport à x, vous dérivez par rapport à x. Voilà, par exemple, si vous avez, on cherche le travail, euh, pour un chemin qui est donné par rapport à un axe x, ben, ce sera moins du sur dx. U est connu, par exemple, ux, et vous dérivez ux par rapport à x. Voilà. Et donc, vous aurez ft. Par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, si on a ux, voilà. Euh, Donc, on dérive par rapport à U. Maintenant, s'il y a plusieurs variables, si U est une fonction à plusieurs variables, il faut traiter de manière à plusieurs variables. Donc là, je le verrai plus tard. Ce qu'on fait notamment par des figures en électricité. En X, Y, Z. Je le verrai. Mais disons qu'ici, bon, vous aurez compris qu'il faudra dériver, il y aura des dérivées partielles, là. On parlera en termes de dérivées partielles. Mais ici, on parle pas en termes, parce que ici, je parle par rapport à ds. Il y a que s, c'est une variable s. Voilà. Euh, Donc, le chemin ici, s'il y a qu'une seule variable qui est x, mais ce sera ux, et dériver u par rapport à x, tout simplement. Je trouve ft. Donc, là, on va dire que la force dérive du potentiel. Voilà, la force dérive du potentiel, hein. Il suffit de dériver le potentiel. Si vous connaissez le potentiel, vous avez la force. Par exemple, si vous avez un potentiel d'un ressort, il y a demi kx carré. Demi kx carré, euh, si on dérive un demi kx carré, on va trouver ft égale kx. Et donc on s'est trouvé kx, qui vaut ft, qui vaut kx, un ressort. Hein. Maintenant, si vous prenez euh, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg x2 carré moins x1 carré, voilà. Donc c'est-à-dire mgx, si on dérive, on va retrouver ft pour mg, voilà, et mg, ben, c'est le poids. Donc, plutôt, ici, moi, je traite, je n'ai pas une vue à plusieurs variables ici, hein. Ce que je ferai en électricité, je fais une vue à plusieurs variables en électricité. Vous allez voir comment ça va quand on a plusieurs variables. On a un champ en plusieurs variables, hein. X, Y, Z. Voilà. Bon, quand on a un champ dépendant que d'une variable X, bon, une fonction à une variable, bon, c'est facile, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais quand c'est plusieurs variables, il faut faire appel aux dérivés partiels. Parfois aux opérateurs voilà, des opérateurs, vectoriels. On va dire ça comme ça. Maintenant, on va regarder quand c'est nul. C'est un cas vraiment particulier. Et bon, voilà, c'est quelque chose de très important. Que ce soit en électricité ou autre, hein. Là où on a un champ de force conservatif, euh,
ce sera toujours la même chose. Soit en mécanique, ou en électricité, ou en électromagnétisme, peu importe. Eh bien, voyons voir. Pourquoi c'est nul. En fait, si c'est nul, tout d'abord, on va écrire l'expression. Le travail pour aller de A à B, c'est égal à l'intégrale de A à B de F fois ds est égal à UA moins UB. Maintenant, on va considérer que c'est nul. Ce travail est nul. Le travail il est nul. Si c'est nul, ça veut dire que la fonction potentielle en A égale à la fonction potentielle en B. Là, on a affaire à quelque chose qui est constant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de constant. Alors, c'est nul. Il y a une raison à ça que c'est nul. Pourquoi ce serait nul? On pourrait l'interpréter, bon, f est différent de 0, en module, ds est différent de 0 en module. Donc, ça voudrait dire que ft et ds sont perpendiculaires. Alors, donc, ça veut dire que f et ds et f, voilà, un élément ds comme ceci, ils sont perpendiculaires. Ils sont perpendiculaires. Alors, on a autre chose, c'est que UA égale UB, et ça, c'est en tout point. UA égale UB égale U en tout point, c'est-à-dire U de X, virgule Y, virgule Z égale constante. C'est une constante. C'est une constante. Eh bien, quand on a ça, c'est qu'on est quelque part dans une zone bien précise. On appelle, on est dans une surface, si vous voulez. On est dans une surface où toute l'énergie potentielle est la même partout. Oui, attention, elle est la même. Attention que quand je dis une surface, on est d'accord que ça peut être, par exemple, c'est une surface de l'espace. Donc, ça peut être une sphère, ça peut être une surface quelconque, ça peut être un plan. Mais attention aussi que ça peut être une droite. C'est peut-être une droite aussi. Bon, on ne va pas avoir une équipotentielle sur une droite. Donc, faut pas toujours imaginer qu'on aura toujours une surface équipotentielle, voire un plan. C'est pas forcément un plan, c'est pas forcément. Voilà, ça peut être une sphère, ça peut être une équipotentielle qui est sur un cylindre. Voilà, c'est une zone de l'espace où le potentiel est le même partout. Il est même partout. Voilà. Donc, mais on peut avoir des zones de potentiel sphériques, des zones de potentiel linéaires. Voilà, ça peut être une droite. C'est une droite. Donc, c'est pas toujours une surface, hein. C'est peut-être juste une droite. Pourquoi pas? Partout. Et on trouve ça en électricité aussi. En mécanique, en électricité, c'est ce qu'on appelle une équipotentielle. On a une zone de même potentiel. C'est une zone de même potentiel. Donc, tout point. Là, on est dans une équipotentielle. Oui, ici, moi, j'ai dessiné une surface, hein, quelconque. C'est pas forcément un plan, mais disons que j'ai dessiné une surface quelconque qui était une équipotentielle. Donc, en tous ces points-là de la surface, là, on sera au même potentiel. C'est-à-dire que en UA, on va mettre tout point, on aura U de X, Y, Z égale constante, une fonction constante. Ouais, on aura un plan en tout point, on a une constante de l'énergie. Alors, c'est-à-dire que le point en UA, point en UB, là, l'énergie est la même.
Voilà. Là, on pourrait trouver des autres zones équipotentielles, hein. Voilà, où, bien sûr, euh, pas forcément, on a des zones équipotentielles existantes. Par exemple, ici, on aurait une équipotentielle que je vais appeler 1, équipotentielle 1. Là, une équipotentielle 2. Bon, voilà, on pourrait avoir des zones d'équipotentiel où on aurait voilà, des régions de l'espace où on aurait le même potentiel, on aurait un potentiel constant. On a des zones de l'espace où on a un potentiel constant. Voilà, donc en fait, on pourrait avoir différentes zones où on aurait différents potentiels, et dans chacun des différents potentiels, on aurait des zones de potentiel constant. Je vous remercie. Voilà, ça termine la vidéo. Donc en fait, vous aurez compris que c'est l'expression du travail dans l'expression euh, du travail dans un champ de force, hein, et pas pas dans un travail, dans un- c'est pas l'expression d'un travail moteur. Parce que ça, je ferai la vidéo plus tard, parce que voilà, je m'étais trompé là-dessus. Je regarde la vidéo parce qu'elle est bonne, mais simplement j'ai corrigé les petites choses qu'il fallait corriger. Je vous remercie.